Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et vous connaissez le principe de l'émission, chaque semaine un débat entre un député et un sénateur. Aujourd'hui nous accueillons Sylvain Berrios, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Val-de-Marne, apparenté au groupe Horizon. Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Face à vous, Bernard Jomier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Paris, membre du parti Place Publique de Raphaël Glucksmann. Et vous débattrez tous les deux de la suspension de la réforme des retraites, votée mercredi par l'Assemblée nationale dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Alors faute de temps, les députés n'ont pas pu aller au bout de l'examen de ce texte budgétaire qui est maintenant entre les mains du Sénat. Les sénateurs qui, avant de lancer leur débat budgétaire, ont examiné le projet de loi de lutte contre les fraudes, un texte qui doit rapporter 1,5 milliard d'euros dans les caisses publiques. Et le vote a donc eu lieu à l'Assemblée sur les retraites 2 ans après la réforme Borne. Récit de séance, Elsa Mondingava. Pour 255, contre 146, l'Assemblée nationale a adopté. Dans un hémicycle plein à craquer, les députés ont approuvé la suspension de la réforme des retraites à l'issue d'un débat animé. Allez, un peu de silence. Marine Le Pen ouvre les hostilités. Renaissance est contre la suspension, ils vont voter pour, LFI est pour, ils vont voter contre. Nous serons quant à nous peut-être les seuls à être cohérents. Nous allons voter pour suspendre en attendant son abrogation. Le président du groupe Ensemble pour la République, Gabriel Attal, justifie lui l'abstention de ses troupes. Nous sommes lucides sur le fait que cette suspension ne sera pas une bonne nouvelle pour l'économie française ou pour le budget de la France. Mais nous sommes aussi lucides sur le fait que nous ne voulons pas nous mettre en travers du compromis qui a été souhaité par le Premier ministre avec le groupe socialiste. De l'autre côté de l'hémicycle, la gauche fait état de ses divisions. C'est un décalage de 3 mois et rien d'autre, payé par les assurés sociaux et les retraités. C'est ça qui est le contenu de la lettre rectificative. Donc il y a bien une entourloupe. Cette suspension de la réforme Borne est un point des négociations entre le gouvernement de Sébastien Lecornu et les socialistes pour éviter une censure. Une excellente nouvelle et dont nous nous félicitons. C'est le résultat d'un travail acharné, d'un rapport de force jamais démenti, qui nous a conduit à ne jamais perdre de vue les raisons de nous battre, ni celles et ceux pour lesquels nous nous battons. Le budget de la sécurité sociale a été transmis au Sénat, où la droite a d'ores et déjà promis de revenir sur cette suspension. Sylvain Berrios, qu'on soit pour ou contre cette suspension, en tout cas elle correspond aux souhaits des Français qui étaient majoritairement contre cette réforme des retraites passée en force. Vous l'entendez ? Moi, je ne sais pas si les Français, on parle souvent à la place des Français, je ne sais pas s'ils sont majoritairement contre. Il y a eu des sondages. D'accord, il y a eu des sondages, mais je ne sais pas s'ils sont majoritairement contre. Moi, je me rappelle, il y a eu aussi des élections présidentielles, des élections législatives. Bon, on fait parler des Français. Moi, ce que j'observe, simplement, c'est qu'aujourd'hui, on sait que cette suspension de la réforme des retraites n'est pas financée. On s'est aperçu que ça avait un coût. Et que pour financer cette suspension des réformes, de la réforme des retraites, eh bien, on a été chercher des nouvelles taxes. Et ces taxes ne pèsent pas sur, comme on l'a raconté, sur les ultra-riches, mais pèsent sur l'ensemble des Français, des plus modestes aux plus riches. Et c'est notamment la fameuse augmentation de la CSG sur l'intégralité des l'épargne des Français. Mais quand même, il y a eu un vote qui n'avait jamais eu lieu parce que cette réforme, elle était passée par 49.3. On s'en souvient, les Français s'en souviennent. Il y a eu un vote qui a eu lieu, un vote d'ailleurs assez curieux, puisqu'on a retrouvé des majorités multiples. Le Rassemblement national, qui, je vous rappelle, avait censuré le gouvernement, finit par choisir le camp du gouvernement pour voter avec les socialistes la suspension de la réforme des retraites. C'est quand même ça qui s'est passé. Très bien, il y a eu un vote. Moi, je suis parlementaire, je respecte les votes. Donc, il y a eu un vote. Vous avez voté contre sur la réforme des retraites. J'ai voté contre. L'Assemblée nationale l'a approuvé. On verra ce que ensuite la navette produira. Bernard Jomier, est-ce que vous entendez les critiques de vos collègues des autres groupes de gauche, les communistes, les insoumis, qui disent que cette suspension de la réforme des retraites, c'est une entourloupe, c'est un simple décalage d'un trimestre de l'application de la réforme, et puis c'est pour sauver un gouvernement macroniste? Ah oui, en politique, on peut rêver d'imposer son point de vue alors qu'on n'a pas de majorité au Parlement, mais enfin, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. L'histoire de cette réforme de retraite, c'est quand même l'histoire d'un chaos politique, avant tout. Et il faut sortir de ce chaos politique parce qu'il est bon pour personne. Et cette réforme des retraites est en train d'emboliser tous les débats politiques, et moi je le regrette. C'est un chaos politique qui est né en 2022, à la dernière présidentielle, quand Emmanuel Macron n'a pas fait d'autre campagne de dire
Si vous ne votez pas pour moi, c'est Marine Le Pen, et tous les grands sujets ont été écartés. C'est un chaos politique qui s'est continué quand, rappelez-vous, quand la pandémie de Covid débute et que le Premier ministre, Édouard Philippe, lui porte une réforme des retraites et qui va jusqu'à engager la responsabilité du gouvernement 3 jours avant que le pays soit confiné. Je veux dire, on était dans un truc qui était complètement dingue, et c'est un chaos politique qui s'est continué depuis parce qu'il n'y a aucune majorité. Et bien là, il y a une décision sage à prendre, c'est de dire au stade où on en est, c'est pas satisfaisant, hein, moi je le reconnais, mais il faut mettre le dossier au frigo jusqu'à la prochaine campagne présidentielle. Alors, vous êtes d'accord avec ces arguments de Bernard Jomier, mettre le dossier au frigo jusqu'à la prochaine campagne pour favoriser la stabilité politique? Pourquoi vous n'avez pas soutenu ce compromis trouvé entre Sébastien Lecornu et les socialistes? Alors d'abord, sur votre antenne, ici, moi j'avais dit qu'il n'était pas absurde d'imaginer qu'on puisse se suspendre. Mais ça avait quand même un codicile. C'était qu'on ait un engagement des socialistes, notamment, de ne pas censurer pendant 18 mois. Parce que la stabilité, c'est pas pendant 3 mois. La stabilité, c'est au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Et 2, qu'on trouve les modes de financement. Alors, 1, les socialistes ne se sont jamais engagés à ne pas censurer pendant 18 mois. Et 2, c'est financé sur le dos, au fond, là, quand même, des plus modestes, parce que c'est l'épargne des petits Français, en réalité, qui est touchée. Donc, cette situation n'est pas possible. On vient de découvrir, et les Français, enfin, c'est pas qu'ils le découvrent, c'est que tout le monde a compris désormais que ça avait un coût important. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on aurait dû voter, ne pas voter. Et moi, j'ai pas voté cette suspension de la réforme des retraites parce que la stabilité est importante. Pour avoir la stabilité, il faut un budget. Mais il ne faut pas que ce budget conduise à une autre instabilité qui serait une instabilité économique, que l'on commence à voir aujourd'hui. Vous avez une remontée du chômage, vous avez la remontée des faillites des entreprises, et donc si on passe d'une instabilité à l'autre, ça va être dramatique. Or, aujourd'hui, la seule chose qui fonctionne encore, c'est précisément l'économie. L'économie tire le pays et permet au pays de continuer à avancer malgré ce brouhaha institutionnel qui existe. Donc je n'ai pas voté cette suspension de la réforme des retraites. Bernard Jomier, qu'est-ce que vous dites aux électeurs de gauche dont une certaine majorité est plutôt contre ce compromis, cette suspension, et en échange eh bien, de ne pas censurer le gouvernement Lecornu, alors que beaucoup d'électeurs de gauche voulaient tout simplement censurer le gouvernement et avoir un gouvernement de gauche? D'abord, moi je ne parle pas qu'aux électeurs de gauche. Je parle, Raphaël Glucksmann est très attaché à ce point, il a raison, on parle à tous les Français. Et avec nos valeurs, qui sont des valeurs de solidarité. D'abord en termes financiers, l'impact c'est quelques centaines de millions d'euros, c'est pas négligeable, mais le budget social du pays c'est plus de 650 milliards d'euros. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut mettre en face d'autres recettes, par exemple une taxe sur les très très hauts revenus, taxe Zuckman ou autre, et que ça a été rejeté par notamment la droite, par Horizon, par le RN même, etc. Donc, ce sont des choix politiques. On est dans une séquence où on est menacé par une instabilité. Et les Français ne veulent plus de cette instabilité. Et si on ne gelait pas cette situation des retraites, on entrait dans une période où le gouvernement allait tomber de toute façon. Donc, certes, il n'y a pas de perspective pour le moment à 18 mois, parce qu'il y aura bien d'autres débats à venir, mais on a envoyé un message. 1, on est attaché à écouter les Français. 2, les valeurs de solidarité sont essentielles pour nous. Et 3, nous ne serons pas les ingénieurs du chaos. Vous entendez ces arguments et vous entendez aussi que cette suspension de la réforme des retraites, elle est finançable finalement. On a trouvé une solution. Les députés ont voté une hausse de la CSG sur le patrimoine. Alors, est-ce que d'abord, ça, la vous hausse l'entendez? du patrimoine, je vous rappelle, c'est donc l'épargne des Français. Vous avez certes l'assurance vie, mais vous avez également les PEA, les PEL, les PER. Et donc, en fait, vous avez des jeunes aux vieux. Tout le monde va payer cette suspension de la réforme des retraites. C'est 500 millions, 400, 600. Les évaluations sont au fond pas très aujourd'hui connues, notamment parce que l'impact sur les cotisations ne sont pas agrégés. Vous dites c'est encore une nouvelle taxe sur les Français, donc c'est pas une solution. L'année suivante, c'est 1,7 milliard. Mais au-delà de ça, pardonnez-moi de m'inscrire en faux, ce n'est pas financé. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires sociales l'a dit ce matin. On est en train de continuer à creuser le déficit. Donc ça, c'est juste une piste, vous dites, ce qui a été voté. C'est pas une question de piste, c'est aujourd'hui, dans ce que l'on connaît des recettes, on est en train de continuer à creuser le déficit. On parlera.
On en parlera du déficit de la sécurité sociale. On ne peut pas dire que la situation est stabilisée et maîtrisée. Mais alors juste sur cette solution de financement de la suspension de la réforme des retraites, donc aux alentours de 2 milliards d'euros, c'est le coût de cette mesure. Est-ce que cette hausse de la CSG sur le patrimoine, comme le dit Sylvain Berrios, ça va vraiment toucher tous les Français, tous les petits épargnants? Les revenus, les Français épargnent. Les Français détiennent du capital et ils ont un travail. Enfin, en gros, il y a les revenus du travail, les revenus du capital. On est dans un pays où les revenus du travail sont beaucoup plus taxés que les revenus du capital. Donc la hausse qui est proposée, c'est passer en gros de 9 à 10% à peu près. Voilà, la taxation sur les revenus du capital. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est un effort qu'il faut faire. Mais ce n'est pas pour la réforme des retraites particulièrement, parce que les comptes de la sécurité sociale, dans lesquels il y a le coût des retraites, ce sont des comptes qui sont déficitaires aussi parce que l'État, et on y reviendra sans doute, prend des mesures qui les mettent en déficit. Donc c'est quelques centaines de millions d'euros. Donc au fond, ce n'est pas le sujet principal. Mais je vous ai vu froncer les sourcils, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le sénateur? C'est pas tant que je suis pas d'accord. C'est d'abord quand on parle aujourd'hui en France, il n'existe pas de revenu qui ne soit pas soumis à la fiscalité sociale et à la fiscalité de taxe sur le revenu. Il n'en existe pas. Vous n'avez pas de revenu en France qui n'y soit pas soumis. Ça n'existe pas. Vous avez ensuite, certes, des revenus qui sont taxés différemment selon si c'est l'épargne des Français, ce que mon collègue sénateur appelle le capital, c'est l'épargne des Français. Si c'est des dividendes, si c'est un salaire, on est taxé différemment sur ces revenus, mais tout le monde est taxé. Tout le monde. Et quand on est chef d'entreprise, vous êtes taxé sur l'impôt sur les sociétés, plus ensuite la taxe flash de 30% sur les dividendes. Donc personne ne vole quoi que ce soit. Les revenus sont taxés. La question qui nous est posée, là, c'est qui va payer? Et aujourd'hui, c'est inexact que ce sont les ultra-riches. Aujourd'hui, on taxe... oui, mais vous ne votez pas les taxes sur les ultra-riches. Non, non plus. Aujourd'hui, on taxe... Non plus, parce que moi, je souhaitais une baisse des recettes pour pouvoir baisser les dépenses. Aujourd'hui, on a autorisé, par une hausse des recettes, une hausse des dépenses mécaniques. C'est exactement ce que nous ne souhaitons pas au groupe Horizon. Et ça, c'est vrai. Laissez-moi juste terminer un instant sur la taxe. Quand on taxe l'épargne des Français, ce n'est pas simplement l'épargne ce qu'on a mis dans un coffre-fort et qu'on va venir taxer. Vous taxez les investissements du pays. Parce que l'épargne des Français finance quoi? Finance la dette française à hauteur de 20%, finance les investissements publics et finance les entreprises. Bernard Jomier. Quand on taxe le travail, en fait, c'est un vrai problème. On est dans une société... Emmanuel Macron l'avait dit, d'ailleurs, en 2016. Il a dit on devient une société d'héritiers et de rentiers, où on taxe plus le travail que le capital. À un moment, il faut affronter cette question. Si on veut revaloriser le travail, ce qui est le discours que j'entends souvent de la part notamment d'Édouard Philippe, et moi je suis d'accord avec ça, il faut valoriser le travail, eh bien, il faut bien décaler la façon dont on fait les prélèvements, dont on procède aux prélèvements dans notre pays. Et là, vous avez refusé toute taxation des plus hauts revenus. Par principe, vous dites, j'ai entendu, vous dites, nous, on ne veut pas augmenter quelques prélèvements que ce soit parce qu'on veut baisser les dépenses. Donc on discutera sans doute plus tard de baisser les dépenses de santé, puisque visiblement, c'est ce que vous voulez faire et que les Français ne veulent pas. Mais là, on a mis un choix sur la table. Vous pouviez voter la taxe sur les ultra-riches ou proposer de prélever un peu plus le capital. Vous avez fait un choix qui est de tout refuser. Et justement, votre choix, vous le dites, c'est de baisser les dépenses de santé. Ça veut dire... c'est pas ce que je dis. Baisser les dépenses. Baisser les dépenses. Mais sur le budget de la sécurité sociale... On est obligé de penser aux dépenses de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut concrètement geler les aides sociales pour les Français et donc peut-être toucher les plus démunis pour faire baisser le déficit de la sécurité sociale? Mais d'abord, c'est pas que les plus démunis. Sinon... les aides sociales. La sécurité sociale, dans le budget de sécurité sociale, vous avez plus de la moitié de ce budget qui est consacré aux retraites. Et ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'augmenter ce budget. Voilà. Je n'ai pas voté la suspension de la réforme des retraites. C'est une non-dépense, ce que j'ai fait. Là, le gouvernement, les socialistes et Ensemble pour la République ont voté une augmentation des dépenses de la sécurité sociale. Enfin, c'est assez mécanique. Sur les aides sociales, il faut les geler. Et je commence par, d'abord, le plus gros paquet
de ce qui correspond à la sécurité sociale, ce sont les retraites. Si vous ne touchez pas, si vous n'avez pas de réflexion sur les retraites, non seulement le système n'est pas financé et on va dans le mur, mais en plus, on ne se sortira jamais de la spirale budgétaire dans laquelle on est. Alors, en attendant, ce que vous avez voté, Bernard Jomier, ça atterrit au Sénat, mais en tout cas, les modifications qui ont été votées aggravent le déficit de la Sécu en le portant à 24 milliards d'euros. Et non pas 17 comme l'avait prévu le gouvernement. Quelle est votre solution pour ne pas aggraver ce déficit Depuis des années, de la Sécu? À chaque fois que je monte à la tribune pour expliquer notre position sur le budget de la sécurité sociale, je dis la même chose. Il faut ramener la sécurité sociale à l'équilibre. C'est irresponsable ce qui a été fait ces dernières années, qui a été de laisser filer le déficit de la sécurité sociale, parce que ça, c'est porter atteinte à la sécurité sociale elle-même. C'est nourrir le discours sur le pognon de dingue qui est totalement faux. Mais c'est plusieurs politiques qui sont responsables de cette situation. Pour la ramener. Mais elle peut être ramenée à l'équilibre. Je vous rappelle qu'en 2018, après un quinquennat d'efforts, il faut rendre ça à François Hollande, la sécurité sociale a été ramenée à l'équilibre. Et Emmanuel Macron a trouvé une sécurité sociale à l'équilibre. Depuis, il a effondré les recettes, il n'a pas contrôlé l'efficacité de la dépense, et on se trouve dans cette situation-là. Ça n'est pas acceptable, je vous le dis tout de suite, et lors de l'examen au Sénat, je fais partie de ceux qui proposeront de ramener le déficit en dessous de 15 milliards d'euros cette année. Et on reparlera de ce sujet puisque, effectivement, la semaine prochaine, le débat sur le budget de la sécurité sociale commencera au Sénat. Mais cette semaine, les sénateurs se sont penchés sur le projet de loi du gouvernement de lutte contre les fraudes. Un texte qui doit rapporter aux caisses publiques 1,5 milliard d'euros et qui a été durci d'une certaine manière par la droite sénatoriale. Fabien Récard. Afin de trouver des recettes pour boucler le budget, le gouvernement veut accélérer dans la lutte contre la fraude. Examiné au Sénat, son projet de loi est censé rapporter 1,5 milliard d'euros à l'État grâce à une meilleure détection des fraudeurs. L'objet de ce projet de loi, c'est avant tout d'accélérer le passage de la suspicion à la détection, de la détection à la sanction et de la sanction au recouvrement. Par une batterie de mesures, le texte vise notamment la fraude sociale en permettant par exemple aux agents des caisses d'assurance maladie, vieillesse et de retraite de consulter les données fiscales de leurs assurés ou encore en imposant la géolocalisation aux taxis lors de transports médicaux pour prévenir les surfacturations abusives. Toutes les fraudes sont effectivement à combattre, peu importe, si je puis me permettre, le montant de ces fraudes. L'important, c'est d'aller les chercher partout pour renvoyer un message en disant qu'on souhaite effectivement lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Et en matière de fraude sociale, on est effectivement très loin de donner aux administrations tous les outils dont elles ont besoin. En commission, la majorité de droite et du centre a encore musclé le texte, par exemple en donnant accès à l'administration aux fichiers des compagnies aériennes pour mieux chasser les fraudeurs. La gauche dénonce un acharnement contre les allocataires. Dans nos débats, la fraude sociale prend le pas alors qu'elle ne représente que 15 milliards d'euros de fraude par rapport à ce qu'est la fraude fiscale qui représente, elle, autour de 80 à 90 milliards. Il est plus facile pour la majorité sénatoriale de mettre le focus sur les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires des allocations adultes handicapés. En matière de lutte contre la fraude fiscale, le texte veut faciliter la communication entre les douanes et l'administration fiscale ou encore durcir certaines peines pour fraude fiscale. Sylvain Berrios, est-ce qu'il est vraiment ambitieux et efficace ce projet de loi du gouvernement contre les fraudes? Car on parle seulement d'un objectif d'1,5 milliard d'euros dans les caisses de l'État, alors que depuis des années, dans le débat sur le montant global de la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, on parle quand même de dizaines de milliards d'euros. Est-ce qu'il est vraiment ambitieux, ce projet de loi? D'abord, on donne un signe. C'est le signe qu'en abusant et en fraudant, on met en péril le système. Et les fraudeurs doivent être sanctionnés. Enfin, il y a même pas, je ne comprends même pas qu'on puisse avoir le débat sur la fraude. Non, celui qui fraude doit être sanctionné. Parce que, c'est juste un signal, ce texte qui est envoyé? C'est un signal. Le gouvernement s'arme et donne de nouvelles armes, notamment pour la fraude sociale. Parce qu'en réalité, la fraude fiscale est déjà largement armée. Et ces dernières années, ça d'ailleurs rapporté plusieurs milliards d'euros dans les recettes de l'État. Mais enfin, chacun peut comprendre que frauder, que ce soit fiscalement
ou frauder socialement, dans tous les cas, ça doit être condamnable et on doit forcément, si on veut protéger au moins les Français et ceux qui bénéficient de l'aide sociale, et la France est généreuse, si on doit protéger cette générosité, ceux qui en profitent ne peuvent pas, ne peuvent pas être regardés avec bienveillance. La fraude doit être sanctionnée, ça me paraît évident en fait. Bernard Jomier, toute fraude doit être sanctionnée, il n'y a pas de débat, dit Sylvain Berrios, mais pourtant vous, sénateur socialiste, vous êtes contre ce projet de loi, alors pourquoi ? D'abord, tout le monde partage l'idée que lutter contre la fraude est important. Mais par contre, quand j'entends dans votre reportage une collègue de la majorité sénatoriale dire « peu importe le montant », c'est là où commence le désaccord. Non, peu importe pas le montant, du tout, et au contraire. Ceux qui fraudent beaucoup doivent être beaucoup sanctionnés. Et on sait que la fraude fiscale, c'est 50 à 80 milliards d'euros, très difficile, comme c'est de la fraude, de la chiffrer précisément, et la fraude sociale, entre 10 et 15. Bon, ce sont les évaluations des différents hauts conseils, etc. Et on n'est pas très efficace dans la lutte contre la fraude fiscale, parce qu'il reste toujours des dizaines de milliards d'euros de fraude. Or là, on a un texte dont 3/4 des articles et des dispositions portent sur la fraude sociale et 1/4 sur la fraude fiscale. Donc c'est un objet politique qui vise à montrer du doigt, essentiellement la fraude sociale, qui, je le rappelle d'ailleurs, n'est pas la fraude des assurés sociaux, mais majoritairement celle des employeurs et des entreprises par le travail dissimulé. Mais on met l'accent sur quoi ? Sur les fraudeurs du RSA. RSA, je termine, qui, certes, il y a à peu près 1 milliard, 1,5 milliard de fraude sur le RSA, mais il y a 3 milliards de personnes qui auraient droit au RSA, pardon. Des personnes pour 3 milliards d'euros qui auraient droit au RSA et qui ne le demandent pas, donc du non-recours. Donc si tout le monde dans notre pays, je termine là-dessus, si tout le monde dans notre pays touchait les prestations qui sont prévues et que personne ne fraudait, eh bien on perdrait de l'argent, on n'en gagnerait pas. Sylvain Berrios, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat en mettant le curseur sur la lutte contre la fraude sociale, sur la fraude au RSA, alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale ? Alors, sur la fraude fiscale, je vous rappelle que les gouvernements, et ça date pas d'ailleurs des gouvernements d'Emmanuel Macron, mais ça a commencé également sous François Hollande, s'est doté, notamment avec Tracfin, de moyens importants. Et ça Tracfin, c'est le service d'enquête de Bercy. Et ça a permis de faire rentrer dans les caisses des milliards d'euros. On estime encore, effectivement, mais c'est une fraude, donc c'est toujours compliqué à estimer, autour de 80-90 milliards. Mais les gouvernements et la puissance publique est armée. Et d'ailleurs, la puissance publique, la France, est le pays au monde qui recouvre le mieux l'impôt. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. Ensuite, sur les fraudes sociales, eh bien, on doit également s'équiper. Et ce n'est pas que le RSA. Et je pense que toutes les petites sommes, toutes les petites fraudes doivent être sanctionnées. Je vais prendre un exemple très rapide, mais qui illustre bien ce que je veux dire. Il y a eu le débat sur les transports sanitaires avec les taxis. Toute la profession des taxis est impactée pour quelques fraudeurs. Et on a vu qu'ils avaient quelques fraudeurs, 5, qui ont fait une fraude pour un montant de 300 000 euros. Si on n'est pas capable de détecter ce genre de fraude, c'est l'ensemble d'une profession qui est montrée du doigt. Moi, je pense que aller sanctionner les fraudeurs, c'est protéger tous ceux qui bénéficient de la générosité de l'État. Bernard Jomier, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, si je résume ce que vous pensez, quelqu'un qui va éventuellement frauder les prestations sociales pour joindre les deux bouts, on ne peut pas mettre sur le même plan que quelqu'un qui va élaborer des montages financiers complexes pour échapper à l'impôt. Vous n'êtes pas d'accord avec Sylvain Berrios ? Philosophiquement, si je puis dire, si, on les met sur le même plan. Ce sont des gens qui portent atteinte à notre système de solidarité. Oui, mais vous dites, peu importe pas le montant. Mais le montant est important, parce qu'effectivement, si vous trichez et que vous ne payez pas, je ne sais pas, votre stationnement de 2 euros, ça n'a pas le même impact sur la collectivité que si vous êtes un acteur financier qui procède à des montages pour frauder et pour, au passage d'ailleurs, procéder à une évasion fiscale qui ne paye pas tous les prélèvements dont on parlait dans la discussion précédente. Donc on voit qu'il y a un double effet, c'est l'effet qui se coule. Ces grands fraudeurs détruisent notre système de solidarité sociale. Et au fond, derrière ce projet de loi, moi je lis encore une fois la traduction concrète des propos du chef de l'État.
l'argent social, c'est un pognon de dingue. Et donc, on montre du doigt toute la dépense sociale. Moi, je suis pour chasser les fraudeurs aux dispositifs sociaux, mais ils ne détruisent pas notre système alors que les autres, si. Ce sera le mot de la fin. Et merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Parlement Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne suite de programmes sur nos antennes.